Bonjour Nicolas et merci d'être avec nous ce soir. Je suis vraiment ravi de t'avoir. On va parler d'agriculture et toi tu es porte-parole de la Confédération paysanne. Oui, c'est ça. Je suis porte-parole de la Confédération paysanne et paysan dans le Jura. Donc moi d'abord j'aimerais avoir ton ressenti sur la situation et l'état d'esprit de la profession, à la fois pendant ce confinement, comment ça s'est passé, c'était quoi le quotidien d'un agriculteur confiné, l'état d'esprit à la veille de la sortie, on peut appeler ça du déconfinement, et est-ce que comme dans d'autres professions on a un risque de faillite ou de clé sous la porte, puisque j'ai reçu la semaine dernière une avocate qui elle me disait qu'il y avait un certain nombre de ses confrères qui risquaient en raison de la crise et du manque d'activité, de mettre la clé sous la porte. Donc, le quotidien d'un paysan et de la plupart des paysans, je veux dire, il n'a pas beaucoup changé. On a la chance, j'allais dire, de devoir avoir continué notre travail pour continuer à produire, continuer à soigner nos animaux, à fournir de l'alimentation. Donc, tout ce qui était travaux dans les champs, ça a continué, ça s'est fait de manière à peu près similaire à ce qui se fait d'habitude à cette époque-là. Ce qu'il y a eu de différent, c'est tous les gens qui étaient sur de la transformation et de la commercialisation, avec une difficulté dans un premier temps à continuer à commercialiser avec l'arrêt des marchés, tous les marchés qui s'étaient fermés sur les décisions du gouvernement. Donc ensuite, il y a eu pas mal d'alternatives qui se sont mises en place pour continuer à commercialiser ces produits localement, à assurer l'accès à l'alimentation pour tous. Et donc, mais par contre, ça a demandé un surplus de travail pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il fallait produire, il fallait transformer, ensuite il fallait imaginer des initiatives individuelles ou collectives pour continuer à commercialiser, et il fallait préparer tout ça, et avec bien sûr le respect des règles sanitaires, des règles barrières, etc. Donc, il y a quand même un surplus de travail pour beaucoup de paysannes et de paysans qui font de la commercialisation, du circuit court. Il y a aussi quand même, tu parlais de risque de faillite, il y a des grosses alertes sur certains secteurs, parce que la plupart ne se sont pas arrêtés, mais certains secteurs se sont complètement arrêtés. Il y a tout ce qui est vente de plants, tout ce qui est horticulture, ça a été mis très en difficulté par l'arrêt des marchés, et ça s'est complètement arrêté. Ça a repris un petit peu maintenant, mais ça s'est arrêté pendant un bon moment. Tout ce qui est agrotourisme, c'est à l'arrêt complet. Et tout ce qui est la filière équine, souvent en lien avec l'agrotourisme, est à l'arrêt également. Donc ça, c'est toutes des filières sur lesquelles il y a des signaux très, très importants pour arriver à maintenir ces activités-là après la crise et qu'elles repartent. On avait développé, nous, 24 mesures pour permettre, pendant la crise et après, qu'il n'y ait pas un paysan de moins à l'issue de la crise. On aura besoin pour ces filières-là d'accompagnement, d'indemnisation spécifique. Et puis, dernier point sur le déconfinement et la suite, la reprise. Donc, la reprise, on ne sait pas trop, c'est flou pour beaucoup de monde, pour le monde agricole également. Il y a certaines appréhensions sur des filières, notamment les filières viande ou les filières laitières. C'est-à-dire que les filières viande, elles ont continué à produire, elles ont continué à vendre, mais les prix se sont effondrés, n'ont pas arrêté de baisser pendant la crise. Donc, il y a un risque de baisse de rémunération et d'arrêt d'activité pour certains. Et puis, sur la filière laitière, les prix se sont à peu près maintenus, mais il y a eu du stockage de fait en poudre de lait, en fromage, en beurre. Et ce stockage, il va venir peser un jour ou l'autre sur les prix. Et c'est pareil, c'est des grosses questions sur la suite de la rémunération pour ces productions-là. Il y a un sujet qui a beaucoup marqué, mais qui a été mis en avant dans les médias. On a eu beaucoup d'articles là-dessus, sur la question de la main-d'œuvre dans les exploitations, puisque certaines organisations syndicales sont venues dans les médias dire qu'il manquait entre 200 000, voire 250 000 personnes pour travailler dans les champs, pour faire clair. On parle de saisonniers étrangers. Moi, j'ai découvert, par exemple, en lisant la presse, que la Pologne manquait de main-d'œuvre parce qu'elle envoyait la sienne en Allemagne, mais elle en recevait de la Biélorussie. Oui. Qu'est-ce que ça illustre, cette crise de la main-d'œuvre? Est-ce que c'est pas un échec de toutes les politiques libérales qui ont été menées depuis des années? Ben, si, très clairement, tu l'exprimes bien de cette manière-là. Alors, de fait, il y a un problème de main-d'œuvre. Alors, il faut arriver à avoir de la main-d'œuvre saisonnière, parce que, je veux dire, peu importe le modèle agricole, il y aura quand même besoin de saisonniers. Mais le fait d'avoir recours à de la main-d'œuvre saisonnière précaire et mal payée, notamment d'Europe de l'Est, elle signe très clairement d'une dépendance d'un certain modèle agricole
à produire plus à moins cher. C'est-à-dire qu'il faut continuer à produire plus, en acceptant tout. C'est-à-dire en acceptant, y compris, de ne pas payer les travailleurs saisonniers et travailleurs paysans également. Parce que bien souvent, les travailleurs, les emplois paysans sont souvent mal rémunérés dans l'agriculture. Et quelque part, voilà, c'est ni soutenable ni durable socialement, ni moderne. On ne peut pas arriver à continuer à chercher à produire de l'alimentation et à avoir une agriculture qui soit entre guillemets compétitive, comme on nous explique, alors qu'on continue de s'asseoir sur des acquis sociaux, on continue à précariser de plus en plus le travail des salariés, des saisonniers et des paysans, et de se dire que le seul moyen de continuer à acquérir des parts de marché et de continuer à vendre et à produire, ce serait de produire moins cher, donc en payant moins tout le monde. Ben non, nous, il nous semble que c'est un des enseignements de cette crise-là, que le modèle de vouloir toujours produire plus à moins cher, il montre ses limites. Il montre ses limites sur cet aspect-là social. Il en montre d'autres sur les aspects environnementaux et alimentaires. Mais en tout cas, sur ces aspects sociaux, nous, il nous semble que, de fait, on a besoin de travailleurs en agriculture, de travailleurs nombreux, mais on a besoin qu'ils soient reconnus, qu'ils soient valorisés. Sinon, on ne pourra pas faire venir de monde dans l'agriculture et on aura beaucoup plus besoin de mains, d'intelligence collective, de savoir-faire. Et pour ça, il faudra les rémunérer pour les faire venir dans le métier que de bras à pas cher pour continuer à faire une agriculture de basse qualité qui réponde à aucun des enjeux de demain, quoi. Il y a une autre notion qui a été beaucoup utilisée par le président de la République, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Donc, je sais que la Confédération paysanne travaille depuis de nombreuses années sur cette question-là. Est-ce que d'abord vous vous félicitez d'entendre le président de la République revenir à cette notion-là? Et est-ce que dans sa bouche à lui, elle a le même sens que dans celle de votre organisation? Et est-ce que véritablement une souveraineté alimentaire, c'est possible si on continue à multiplier les traités de libre-échange, une politique agricole commune européenne qui, comme tu viens de le dire, tend vers toujours produire plus à bas coût? Alors, quand il s'est exprimé sur la souveraineté alimentaire, c'est la magie du en même temps du macronisme. Il est allé visiter une ferme dans le Finistère et une grande et moyenne surface pour féliciter le monde agricole et le monde de la distribution pour pas qu'il y ait eu de pénurie alimentaire. Sauf qu'il n'est pas allé n'importe où, il n'y est pas allé au hasard. Il est allé donc déjà sur une grande surface, qui est un modèle parmi tant d'autres, mais qui est quand même un modèle. Il aurait pu aller sur un marché, sur une vente de producteurs, etc. Et surtout, il est allé sur une exploitation agricole qui produit des tomates en hors-sol sous serre chauffée. C'est-à-dire qu'il est allé réellement sur le modèle industriel. Et il est venu, quelque part pour nous, expliquer que c'est ce modèle-là qui allait permettre de demain nourrir les Français, nourrir les Européens. Et il a engagé, et il a parlé là-bas de cette souveraineté alimentaire. Alors pour nous, ce n'est pas du tout un bon signe qu'il soit sur ce modèle-là pour parler de souveraineté alimentaire, parce que c'est signe, j'allais dire, c'est signe qu'ils n'ont rien compris. Ce n'est pas vraiment signe qu'ils n'ont rien compris, c'est surtout signe qu'ils veulent se servir de ces mots-là, du mode souveraineté alimentaire, de ces notions-là, pour continuer le même modèle. La FNSEA fait la même chose. La FNSEA, c'est le syndicat agricole majoritaire qui a sorti ces derniers jours des mesures pour une souveraineté alimentaire solidaire. Alors, dit comme ça pourrait être hyper intéressant. Sauf que eux, c'est être en capacité qu'on puisse continuer à apporter notre souveraineté alimentaire à d'autres pays. J'ai entendu l'autre matin Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui disait les petits Africains, il faut qu'on continue à leur apporter notre poudre de lait, parce que sinon, ils vont être en grand danger alimentaire. Sauf que c'est justement quand on leur apporte notre poudre de lait, qui est hyper subventionnée par nos subventions européennes, qu'on vient détruire les agricultures locales, qu'on vient appauvrir les populations, on les affaiblit, et forcément, après, il y a de la précarité alimentaire, il y a l'incapacité justement à acquérir cette souveraineté alimentaire par ces populations locales, et on est obligé, quelque part, de continuer à faire une surenchère en amenant des moyens pour pas qu'ils crèvent de faim. Sauf que la souveraineté alimentaire, c'est pas ça. La souveraineté alimentaire, c'est un concept qui a été travaillé par la Via Campesina, donc c'est la confédération de tous les syndicats paysans au niveau mondial. Il y a plus de 180 organisations
qui adhèrent à la Via Campesina, dont la Confédération paysanne. Ce concept a été développé et mis en place, enfin, débattu devant la FAO à la fin des années 90. La fédération, FAO, c'est fédération de, enfin, le Parlement alimentaire de l'ONU. Et le concept de souveraineté alimentaire, c'est la capacité des peuples à décider de leur politique agricole afin de subvenir aux besoins alimentaires de ces populations et de ces territoires. Donc, ce n'est pas du tout le concept de sécurité alimentaire qui voudrait qu'on amène de l'alimentation à des populations, c'est leur donner les moyens de construire une agriculture reterritorialisée avec des paysannes et des paysans rémunérés, avec des filières de transformation et de distribution qui puissent permettre aux populations locales de s'alimenter et d'avoir accès à une alimentation. Donc, quand on entend le président de la République reprendre ce mot-là, la FNSEA le reprendre, ça fait sacrément peur parce que c'est le signe que, encore une fois, ils vont détourner une notion qui est intéressante en termes de développement et en termes de coopération entre les peuples, les territoires et les continents. Ils vont la contourner pour servir toujours le modèle exportateur, le modèle agro-industriel. Et pour eux, je suis certain qu'ils le voient comme un nouveau marché à conquérir. C'est-à-dire qu'on va se servir de cette souveraineté alimentaire pour continuer notre petit modèle. À un moment donné, on disait qu'on va mettre une couche verte sur nos modèles agricoles pour leur permettre de continuer. Là, on a l'impression qu'on va leur mettre une touche alimentaire, une touche solidaire, mais qu'on va continuer à faire la même chose. Alors qu'il faut que ça s'inscrive dans la rupture et qu'il faut qu'il y ait un changement de logiciel bien plus profond que ça. Justement, cette question de souveraineté alimentaire, elle va prendre encore plus d'importance puisqu'on a vu dans de nombreux quartiers populaires qu'il y avait la faim revenait au cœur des quartiers. On avait des populations qui n'arrivaient plus à se nourrir, qui n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins alimentaires. Cette crise, elle nous invite comme le dit, j'aime pas ce mot-là, mais comme le dit Macron, à se réinventer ou à réfléchir en tout cas à un autre modèle. Et tu viens de le dire, il faudra des choix de rupture. Comment on peut avoir une agriculture qui demain réponde à la fois aux enjeux environnementaux, aux enjeux alimentaires, aux enjeux de santé publique et qui permettent à la fois de rémunérer correctement les paysans parce que là aussi c'est quand même une clé importante. Alors, c'est tout l'enjeu, clairement. C'est tout l'enjeu des semaines et des mois qui viennent, qu'on arrive à se servir des enseignements de cette crise-là pour pas repartir illico dans le même modèle et qui vont produire les mêmes mots demain ou après-demain, ou pire, hein, on en est convaincu. Donc, très clairement, il va falloir relier plus efficacement les besoins alimentaires et les modèles agricoles. Pour l'instant, il y a eu une déconnexion assez profonde entre ces deux mondes-là. Les principaux modèles agricoles, les principales filières de l'industrie agroalimentaire se sont plus tournés vers une production, j'allais dire, de minerais plutôt que de biens alimentaires, de minerais pour fournir l'agro-industrie, pour fournir le commerce, et ont oublié tout ce qui est marché intérieur, tout ce qui est marché local, tout ce qui est approvisionnement alimentaire de nos populations, en estimant que cela, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'on le voit avec une crise comme ça, c'est pas si simple. Comme tu le disais, dans les quartiers populaires, la précarité alimentaire, elle peut toujours exister, surtout dans ces temps-là de tension, de confinement et d'approvisionnement qui devient de plus en plus difficile. Donc pour nous, il va falloir reconnecter ces enjeux-là. Donc il va falloir recréer des passerelles entre les citoyens, les consommateurs et le monde agricole. Déjà, la première chose, ce serait de s'interroger sur qui construit les futurs modèles agricoles et comment est-ce qu'on les construit. Pour nous, il nous semble qu'il faut sortir du microcosme agricolo-agricole où ce serait juste les agriculteurs qui vont définir le modèle agricole de demain avec les politiques. Il faut que les citoyens aient leur mot à dire, que les consommateurs aient leur mot à dire, que les environnementalistes aient leur mot à dire et qu'on travaille tous ensemble à un modèle agricole et alimentaire qui soit cohérent pour les paysans d'un côté, mais pour les gens qui consomment et qui vivent sur nos territoires de l'autre. C'est-à-dire que nous, on aime bien dire à la Confédération paysanne qu'on n'est pas seulement producteur, on est paysan. Paysan, ça veut dire acteur du pays.
Ça veut dire que tu n'es pas seulement fournisseur de matières premières ou même d'alimentation, tu es celui qui vit au pays, qui entretient le pays, qui entretient le territoire, qui a des voisins, qui les côtoient, etc. Donc tous ces liens-là, il va falloir les renourrir, les retravailler. Et ça peut passer. Nous on avait, la Confédération paysanne, on avait, dans la dernière loi agriculture et alimentation, on avait fait une proposition d'amendement pour que les chambres d'agriculture, qui sont un peu les parlements agricoles des territoires, il y a une chambre d'agriculture par département, soient ouvertes demain aux consommateurs, aux citoyens et aux associations environnementalistes, en disant justement que le sujet est trop important, sujet agricole et alimentaire, pour le laisser aux seules mains du monde agricole. Forcément, c'est quelque chose qui a été blackboulé par la FNSEA et par les politiques. Il n'y a aucune volonté de sortir de ça. Mais je pense que ce sera le seul moyen demain pour arriver à vraiment construire une nouvelle démocratie alimentaire autour de cet enjeu de souveraineté alimentaire, justement. Si on veut que les territoires décident de leur alimentation, il faut bien que tout le monde soit en capacité de discuter et d'échanger. Enfin, ma dernière question, si demain la Confédération paysanne elle avait le pouvoir de mettre une mesure immédiate en place, ça serait laquelle? Euh, donc, j'allais dire, j'en ai deux, mais Ça passe pour deux. elles sont liées, les deux, elles peuvent s'allier, elles peuvent se suivre. La première, ce serait, on était avant cet épisode de confinement, cet épisode sanitaire, on était en pleine réforme de la politique agricole commune. C'est les subventions de l'Europe qui servent à soutenir le monde agricole. Euh, pour nous, la première mesure qui serait emblématique et qui serait vraiment la réponse adéquate, c'est de passer d'un soutien aux hectares et au volume à un soutien aux emplois, aux actifs et à l'environnement. C'est-à-dire que demain, ce serait plus intéressant financièrement en termes de subventions européennes pour un paysan de chercher à installer sur sa ferme, de chercher à installer des voisins, plutôt que de chercher à reprendre des hectares et à intensifier ses pratiques. Pour nous, la réponse à ce désordre agricole et alimentaire, il passera par plus de paysans. On estime que notre métier est d'utilité publique, comme la santé, comme l'alimentation. S'il est d'utilité publique, il faut qu'il soit développé, qu'il soit protégé. Donc la première mesure, ce serait celle-là pour soutenir l'agriculture et les paysans. C'est une PAC, une politique agricole commune orientée vers les actifs. Et la seconde, c'est en lien avec une politique agricole et alimentaire, ce serait une sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire de la même manière qu'on a construit à la suite de la Seconde Guerre mondiale la sécurité sociale de la santé, et ben là, ce serait de construire une sécurité sociale de l'alimentation qui permettrait aux plus précaires de ne pas devoir continuer à manger, à avoir comme seul choix d'accéder à de la bouffe industrielle et de mauvaise qualité, mais pouvoir accéder au moins en partie à une alimentation de qualité et locale, et que cette alimentation, elle soit fournie et que les gens soient rémunérés pour ça en local par des paysans nombreux et rémunérés. Ben, merci pour ton éclairage et on voit que la question alimentaire et agricole, comme de nombreux sujets, elle va faire l'œuvre de bataille intense et il faut que les citoyens et les salariés s'emparent de ces questions si on veut les démocratiser et avoir vraiment quelque chose qui réponde à l'intérêt général. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci.